Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Quelle est l'image qui t'a le plus marqué dans la filmographie de Kim Ki-duk? L'image. Alors, du Un coup, plan. tu as dit... Ouais. J'allais Ouais, dire un plan ou quelque chose qui t'a marqué. Alors, quelque chose qui m'a marqué dans le cinéma de Kim Ki-duk, il y a énormément de choses. Et quand tu demandes une image, ça va être compliqué parce que Kim Ki-duk, ça fait partie de ces réalisateurs, un peu comme Carax, qui a été une de ses influences quand il a découvert le cinéma. C'est-à-dire que dans ses films, il y a toujours 2-3 scènes qui survolent l'ensemble du film et qui te marquent justement après la vision du film. Il y a toujours des évocations très fortes, souvent teintées de violence, mais également de beaucoup d'amour et de douceur. C'est toujours le petit côté ambivalent de Kim Ki-duk. On a souvent parlé effectivement de son côté extrêmement violent, ce qui est le cas. Mais il y a également beaucoup de tendresse dans son cinéma. Alors, je partirais d'un de ses premiers films, tout simplement, de son premier film qui s'appelle Crocodile, qui est sorti en 96, et les scènes aquatiques. Donc, le film parle de marginaux qui vivent sur les bas-côtés du fleuve Han. Et donc, ce sont des sans domicile fixe qui vivent dans des tentes, etc., qui vivent de petits larcins. Et dans le film, il y a 3-4 scènes qui sont filmées dans cette rivière avec une superbe lumière bleutée, où justement toute la violence du monde sur Terre est complètement balayée par cette espèce de vie qui ressemble à une sorte de baptême et de renaissance. On verra que la religion est vraiment une thématique primordiale chez Kim Ki-duk. Et donc, tous ces multiples plans du film Crocodile qui sont tournés dans le fleuve, c'est très poétique, c'est comme une peinture vivante qui illumine complètement la noirceur globale du film. Donc, c'est par cette image que je commencerai cette émission sur Kim Ki-duk. On a l'impression que lorsqu'on voit ces films, quand il fait un film, on a cette impression que sa vie en dépend. C'est très très bizarre comme sensation que j'ai quand j'ai découvert ces films récemment. J'ai l'impression que, et c'est pour ça que d'ailleurs je sens qu'il n'y a pas un film qui se ressemble. Ils sont tous assez très particuliers, même si parfois il y a les mêmes thématiques qui reviennent assez souvent. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il fait un film, c'est comme si sa vie en dépendait. Il va très très loin dans l'obsession. Dans la manière de travailler la durée de ses plans, avec pas mal de climax. Je sens que c'est une œuvre d'écorché vif, celle que nous a fournie Kim Ki-duk. Ouais, c'est complètement ça. Et effectivement, il y a des récurrences dans l'ensemble de ses films, de sa filmographie, où déjà ce qui est intéressant de voir, c'est que il parle souvent de marginaux. Ce qui maintenant est assez commun dans le cinéma coréen actuel. On parle beaucoup de marginaux, de laissés pour compte, mais ce qui n'était pas forcément le cas au milieu des années 90 quand Kim Ki-duk a commencé à faire des films. Il y a quelques classiques du cinéma des années 70. Je pense notamment à Road to Sampo de Lee Man-hee, qui est une sorte de road movie sur des laissés pour compte de la société sud-coréenne. Mais en général, traditionnellement, il y avait souvent des sortes d'archétypes de personnages types dans le cinéma coréen, que ce soit la famille bourgeoise, parce qu'il y a souvent eu des drames bourgeois dans le cinéma coréen, soit des étudiants ou des prolétaires, des militaires. Et donc, Kim Ki-duk, dès le début, s'est vraiment intéressé aux marges de la société, que ce soit des sans domicile fixe ou des gens qui vivaient de petits larcins, des gens
mal dans leur peau, des désaccès, hein, c'est une sorte de désaccès permanent. Et effectivement, il y a un côté où Kim Ki-duk se jette à l'eau. Enfin, l'eau est vraiment, je parlais de l'eau tout à l'heure, mais c'est vraiment un élément qui est essentiel dans ces films. Et il y a une sorte de ce qu'on peut penser comme une dénonciation déjà de la société coréenne, mais par extension l'ensemble de la société, puisque dans la plupart des films de Kim Ki-duk sont très très noirs et parlent de l'impossibilité de vivre ensemble sans que tout en fait ne dérive vers la violence envers les autres, mais également envers soi-même. Les scènes d'automutilation sont assez fréquentes dans les films de Kim Ki-duk. Et sauf que c'est pas uniquement la société qu'il critique ou dont il expose le fait qu'en fait toute vie en société est par nature violente. C'est en fait toute la nature humaine qui est complètement vue d'un point de vue assez fataliste, où en gros dès qu'il y a deux personnes, il y en a une de trop. C'est terrible. Et on voit ça dans un de ses derniers films qui s'appelle Human, Space, Time and Human, qui est une sorte de somme didactique, une sorte d'allégorie du monde où différentes couches de la société sont réunies dans un bateau de guerre. Et donc, il y a l'équipage, il y a un couple amoureux un petit peu poète, il y a des étudiants, il y a un homme politique qui représente le pouvoir, il y a des gangsters et il y a une sorte de vieux sage dont on ne sait trop ce qu'il fait. Et toutes ces personnes sont réunies dans ce microcosme. Et c'est une sorte de synecdoque de l'humanité. Ils se retrouvent tous ensemble et forcément, dès les premières minutes, tout part en autodestruction avec les malfrats qui s'allient avec la personnalité politique, qui commencent à corrompre l'ensemble du bateau, à faire une sorte de rationnement, ce qui fait qu'en gros, les riches privilégiés mangent bien et les autres mangent de la merde, etc. Et donc, ça part en vrille avec viol, assassinat, terreur, comme on peut le voir dans l'ensemble de ces films. Et donc, c'est une sorte de film existentialiste. Mais malheureusement, c'est pas vraiment un très bon film, puisque là où dans la plupart de ses précédents films qui parlent un peu tous justement de la même chose, il part d'un fait un petit peu particulier, d'une histoire particulière pour essayer d'élever un petit peu l'aspect philosophique. Là, il essaye de faire vraiment une sorte de cours. C'est très didactique, mais finalement, ça sonne assez creux. C'est ce qui est étonnant, puisqu'il a quand même fait des films extrêmement intéressants auparavant. Et terminé par une sorte de récitation d'étudiants qui a sans doute lu Huis clos de Jean-Paul Sartre juste avant et matinée de rébellion pré-étudiante. C'est vraiment étonnant de sa part qu'il se termine sur ce film-là, d'autant qu'il c'est un film, moi je l'avais interviewé peu de temps avant qu'il réalise ce film. Et pour lui, c'était vraiment un film important et malheureusement, c'est un film qui est assez lourd, mais qui résume bien l'ensemble de sa filmographie. Il a réalisé combien de films approximativement? Le total se porte à 24 longs métrages de lui-même et il a également écrit 5 ou 6 autres films et qui ont été réalisés par d'autres personnes. C'est une filmographie quand même qui est assez monstrueuse. 24 films. Effectivement, une filmographie après qui se scinde en 2 périodes. La période 96-2008, où il faisait quasiment un film par an. Et ensuite, il a fait une pause pendant 3 ans, puisque le film de 2008, qui s'appelle Dream, il y a eu un accident où l'actrice principale a failli mourir pendant le tournage, lors d'une scène de pendaison, où elle a vraiment failli mourir. Et Kim Ki-duk, ça l'a complètement traumatisé. Il a arrêté le cinéma pendant 3 ans. Il est revenu en 2011 avec une sorte d'autofiction qui s'appelle Arirang et qui avait été primée au Festival de Cannes en 2011. Et ensuite, il a enchaîné par d'autres films. Il a été un tout petit peu moins prolixe dans les années 2010, mais tout de même, il a dû faire 6 ou 7 films, dont Pietà en 2012, qui est son plus grand succès en termes de nombre de spectateurs.
et qui avait été récompensé à Venise. Comment il élaborait ses scénarios? Parce que quand on voit ces films, la construction narrative de ces films est assez particulière. Et tu évoquais Carax, c'est clair qu'on a un peu le Carax sud-coréen. Donc c'est pour ça que je te pose la question, comment toi, de ton point de vue, ces scénarios étaient élaborés? Alors, il faut savoir que Kim Ki-duk est un autodidacte complet et là, je pense qu'une parenthèse biographique semble assez nécessaire. Je t'en prie. Pas dans la critique à la Sainte-Beuve où forcément toute l'histoire personnelle peut influencer l'œuvre d'une personne, mais ça me semble tout de même intéressant parce que c'est un cas particulier. Un peu quand même. Ouais, c'est vraiment très particulier. Donc, faut savoir que Kim Ki-duk est né dans une famille assez pauvre et il a vécu en province jusqu'à ses 9 ans. C'était un enfant battu par son père. On verra que à chaque fois, il y a vraiment de la violence et des rapports conflictuels dans l'ensemble de ces films. Donc, je pense que ça a joué. Et il a commencé à travailler à l'usine dès l'âge de 15 ans, parce qu'il a arrêté sa scolarité. Et donc, il a commencé à bosser à l'usine de 15 à 21 ans. Ensuite, à 21 ans, il est parti à l'armée. Je précise qu'il est né en 1960. Donc, c'est-à-dire qu'il a vécu dans la Corée qui a aussi évolué vers une dictature politique et une dictature militaire, notamment, avoir 15-20 ans au milieu des années 70, début des années 80 en Corée du Sud, c'était pas évident. Et donc ensuite, il a fait son service militaire. Il était dans la marine pendant 5 ans. À la suite de quoi, il a donc quitté la marine et il a travaillé pendant encore 5 ans dans une institution évangéliste où il travaillait, il aidait des pauvres, des nécessiteux au sein de cette église évangéliste. Puisqu'il faut savoir que Kim Ki-duk, et on le voit dans plusieurs films de sa filmographie, très inspiré par la religion, mais pas seulement tout ce qui est bouddhisme et néo-confucianisme, comme c'est en vogue dans l'Asie, mais également tout ce qui est chrétienté. Il y a quand même un de ses films qui s'appelle Pietà, on en parlait, un autre de ses films s'appelle Amen, et un autre s'appelle La Samaritaine. Donc on voit que toute la symbolique religieuse est présente dans sa filmographie. Et donc il a travaillé pendant 5 ans dans cette institution évangéliste. Et à l'âge de 30 ans, donc c'est quand même, il a décidé de tout quitter pour partir à Paris et vivre de sa peinture. Donc il était artiste dans les rues, il a vécu à Paris, il a vécu à Montpellier, il s'est baladé un petit peu en Allemagne, etc. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé à regarder des films. Alors j'ai lu plusieurs interviews et j'ai jamais su s'il n'avait jamais vu de film avant l'âge de ses 30 ans. Ce qui me paraît un petit peu étonnant, mais ce qui pourrait être possible, ou disons qu'en tout cas, s'il avait vu des films, c'était vraiment très peu et avec pas du tout l'esprit d'avoir une connaissance, où il s'intéressait pas du tout au cinéma. Et il a découvert le cinéma dans les années 90 et justement, il avait été marqué par 2 films qu'il avait vus à cette période-là, c'est Les Amants du Pont-Neuf de Léo Scarax et Le Silence des agneaux de je ne sais plus qui. Mais bon, le film, Jonathan Demme. Ouais, absolument. Et ensuite, il a découvert Kusturica, Shohei Imamura, plusieurs classiques, mais avant l'âge de ses 30 ans, il ne s'est pas du tout intéressé au cinéma. Et donc, là, on est au début des années 90, c'est-à-dire le début du renouveau du cinéma sud-coréen. Parce qu'il est arrivé, tout autodidacte qu'il est, il est arrivé au moment idéal pour se lancer dans le cinéma. Puisque à cette période, c'est-à-dire au début des années 90, la Corée est en voie de modernisation et de démocratisation, donc la dictature militaire s'est terminée. Il y a une sorte de renouveau économique, etc., et artistique. Et la Corée du Sud estime que justement, il faut développer son soft power, donc en opposition au hard power, qui est par exemple les téléphones portables ou les voitures ou autres. Là, ils se disent tout le domaine culturel, il faut qu'on le dynamise
puisque voilà, ça va faire bien connaître la Corée, ça peut nous être bénéfique. D'autant que le cinéma sud-coréen était un petit peu en berne depuis la fin des années 70. Donc, ils décident de s'inspirer un petit peu du modèle français du CNC, c'est-à-dire qu'ils vont dynamiser la production coréenne avec notamment un pourcentage des billets d'entrée du cinéma qui sera reversé au CNC local qui s'appelle le KOFIK et qui pourra justement financer le cinéma sud-coréen et le développer. En 96, il crée notamment le Festival de Busan, qui est maintenant le plus grand festival de cinéma en Asie. Et c'est pas comme, il est un petit peu, il a sa singularité ce festival puisque il y a toute une catégorie qui s'appelle New Currents, qui est fait pour montrer les premiers films des réalisateurs sud-coréens, pour qu'ensuite ils soient vraiment qu'ils fassent connaître les nouveaux talents coréens et pour qu'ils soient ensuite distribués dans les autres festivals internationaux. Et donc, en 93, Kim Ki-duk, lui, il quitte la France, il revient en Corée du Sud et il participe à des concours d'écriture de scénarios de films et il gagne plusieurs concours. Et tout en étant autodidacte, il n'est jamais allé dans une école de cinéma. Il a son contrat pour signer son premier film, qui sera donc Crocodile, et qui sera diffusé à la première édition du Festival de Busan. Et donc sa carrière est lancée alors qu'il est complètement autodidacte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que à cette première édition du Festival de Busan en 96 est aussi diffusé le premier film de Hong Sang-soo, qui a à peu près le même âge que Kim Ki-duk, et qui va connaître un certain succès, le film de Hong Sang-soo, et qui sera un auteur qui est assez aimé des critiques coréens, ce qui ne sera pas le cas de Kim Ki-duk, qui lui sera détesté par la plupart des critiques coréens. Et il y a même un moment où il a arrêté de donner des interviews puisqu'il en avait marre de se faire défoncer par la critique. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une sorte de parallèle entre Hong Sang-soo et Kim Ki-duk, c'est que ça fait partie de ces cinéastes qui sont très connus on va dire dans l'Occident, qui sont primés dans les festivals de renom, mais qui chez eux mais qui par ailleurs même en Europe font très peu d'entrées. Hong Sang-soo, c'est à peu près 20 000 entrées en France, mais c'est pas plus en Corée, c'est entre 20 000 et 60 000 selon les films. Et Kim Ki-duk, c'est pareil, ses films sont vraiment très peu vus. Enfin, il fait entre 5 000 et 30 000 entrées. Pour Pieta, qui avait eu le Lion d'Or à Venise, il avait fait 600 000 entrées en un mois, mais c'était vraiment exceptionnel pour lui. Donc, il fait partie de ces cinéastes qui font partie des cinéastes les plus cités en Occident, mais qui sont très peu vus chez eux. Ce qui n'est pas le cas d'autres cinéastes qui ont explosé justement avec cette nouvelle vague coréenne comme Park Chan-wook ou Lee Shan-dong ou Bong Joon-ho, qui eux ont vraiment des films à succès dans les festivals européens, mais qui également explosent des barres des 5 millions ou des 10 millions en Corée du Sud. Donc Kim Ki-duk, c'est un petit peu un mauvais rejeton qui n'a jamais vraiment été aimé en Corée du Sud, même si le succès de Pieta leur a fait plaisir. Il a toujours eu un rapport conflictuel avec la Corée, mais vu la façon dont il en parle, ça m'étonne pas parce qu'il a vraiment une vision très très noire de la société et de la Corée en particulier. Et donc, donc ça, c'était par rapport à sa biographie que tu voulais absolument, et je comprends. Et donc, on comprend mieux maintenant la manière qu'il avait d'élaborer ces scénarios qui sont sa construction narrative est très fragile, un peu disloquée, très noire surtout. Et est-ce que c'était quelqu'un qui comment dire, il était autodidacte, donc la réponse, je devrais l'avoir ça. Ces scénarios, comment étaient élaborés ces scénarios? Comment il les construisait? Est-ce qu'il y avait une manière très classique ou c'était quelque chose, où c'était quelques lignes comme ça, quelques idées, puis sur le tournage, tout se passait sur le tournage, pendant le tournage, pardon. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas lu d'interview de lui.
où il parlait vraiment de son processus créatif. En tout cas, à part un ou deux films où il a eu beaucoup de budget, en général, ses budgets étaient assez restreints et surtout, il tournait assez rapidement avec peu d'acteurs. Pieta a été tourné en 10 jours, par exemple, parce qu'en général, il s'arrangeait pour qu'il y ait très peu d'acteurs dans ses films. Il y a souvent des huis clos, en fait. Souvent, il y a très peu de décors. Mais à mon avis, alors je ne sais pas s'il y avait des parts d'improvisation dans ces films. Je ne pense pas. Je pense qu'à peu près tout est écrit. Je pense qu'il part d'idées très simples qui parfois peuvent faire penser à des contes et qui déroulent là-dessus. Des contes d'une certaine noirceur. Enfin, il peut y avoir beaucoup de péripéties dans ses tout premiers films. Je pense notamment à son premier Crocodile, qui est une sorte des Amants du Pont-Neuf, mais à Séoul. Et Wild Animal, qui a été tourné à Paris, où là, ça parle d'artiste peintre, justement. Donc là, il s'est inspiré de sa biographie textuellement. Mais au fur et à mesure, surtout dans les films qu'il a fait dans les années 2000, les scénarios, souvent, on peut les expliquer en une phrase. Et il part souvent, je pense, de concepts un petit peu métaphysiques. Et ensuite, ces films déroulent là-dessus. C'est une sorte de démonstration, je pense, d'un état d'esprit. Je vois ça comme ça. Qu'est-ce qui te touchait, toi, dans ces films? Alors, ce qui me touche dans ces films, c'est que il part vraiment d'éléments très très minces, des histoires souvent très simples, mais qui parlent de rapports humains qui peuvent être conflictuels. On parle souvent de la violence, mais je pense qu'on oublie souvent qu'il y a quand même aussi beaucoup d'amour et beaucoup de poésie dans ces films. Et qu'il a surtout été violent dans ses tout premiers, et même à partir de 2002-2003, je pense que ses films sont beaucoup plus sages et qu'il part dans des abstractions qui sont beaucoup plus grandes. Même si dans les années 2010, il a repris son côté coup de poing dans la tête pendant tout un moment où il était justement assez pointé du doigt pour sa violence. En fait, c'est à ce moment-là où il y en avait quasiment plus. Et ce qui me frappe, voilà, c'est partir d'éléments pour des histoires très 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 simples et avoir ces images très évocatrices. Je parlais tout à l'heure des plans aquatiques de son premier film, mais ça peut être notamment dans le film L'Arc, qui se passe en quasi-intégralité sur un petit bateau. La scène finale avec cette jeune fille en robe de mariée sur un bateau avec une flèche qui atterrit entre ses jambes, etc. Il a des images qui sont vraiment très puissantes. Et en fait, avec peu de choses, il arrive toujours à avoir l'image qui fait mouche. Et je pense que cette puissance qu'il arrive à avoir, elle est encore plus exacerbée dans 4 ou 5 de ses films où les personnages sont quasiment mutiques, ou voire sont mutiques. Et le fait qu'il n'y ait pas de parole dans quelques-uns de ses films, ou très peu de paroles, fait qu'on est beaucoup plus focus pour essayer de suivre le film, et qu'on fait vraiment partie du film, et qu'on est vraiment plus impliqué. Et il y a un côté très voyeur qu'il a commencé à avoir dans L'Île, un de ses films qu'il a tourné en 2000, où là, le spectateur, et c'est une sorte de huis clos dans une sorte de petit village aquatique de pêcheurs, où en gros tu peux louer une petite, c'est des mini maisons mais qui font genre 5 mètres carrés, quoi, où tu dors et où tu pêches toute la journée. Et là il y a un côté voyeur qui sera réutilisé dans d'autres de ces films. Bon, on a l'impression qu'on est vraiment dans le film et qu'on suit ces personnages, qu'on les scrute
et qu'on fait partie de la création même du film. C'est interactif, en quelque sorte. Tu as une sensation d'interactivité. Oui, parce que en général, quand on est dans une posture un petit peu de voyeur, souvent on est passif, on voit les choses, mais tout de même avec une distance. Et lui, la façon dont justement il joue avec ça, on a quand même l'impression de faire partie de l'histoire. C'est assez étonnant. Et comment il travaillait ses cadres, ses compositions? Parce que tu disais qu'il avait surtout été à la base, qu'il était à la base un peintre. Et moi, ça m'intéresse de savoir, voilà, et ça m'intéresse de savoir si dans les compositions de ce cadre, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire penser à la peinture, à ses peintures en tout cas? Alors au niveau du cadre, alors il y a certains plans qu'on peut imaginer, qu'on peut prendre comme des tableaux, ça c'est certain. Mais je pense qu'on peut aussi parler de la sculpture et pas forcément de la peinture. Quand on voit parfois des plans où les personnages, la façon dont les personnages sont agencés, on a parfois l'impression de voir voilà, des sortes de sculptures humaines. Sachant qu'après, lui, il cite aussi plusieurs peintres dans ses films, Egon Schiele notamment, qui est cité à 2 ou 3 reprises. On voit ses livres, etc. Et ça dans Bad Guy, dans aussi Birdcage Inn, qui sont deux de ses premiers films, où Egon Schiele est textuellement cité. Et je pense que, alors, il y a une scène qui est vraiment intéressante dans son deuxième film, dans Wild Animals, qui s'inspire de sa vie d'artiste dans les rues parisiennes et qui met en mouvement 3 Coréens qui sont à Paris. Et dans une des premières scènes du film, il y a un artiste qui va dans un atelier où sont d'autres Coréens, mais avec qui il est en froid parce que bon, le type c'est un connard fini, comme des héros abjects, comme on peut les appeler, donc des gens pas très sympathiques. Et en gros, il y a un de ses amis qui est en train du moins de ses camarades, qui est en train de peindre une toile. Et en gros, il le frappe, ce qui fait que le type saigne du nez. Et en gros, il prend un pinceau, il met son pinceau dans le sang et il commence à peindre le tableau avec le sang des personnes. Et je crois que c'est vraiment une image qui est emblématique de tout le cinéma de Kim Ki-duk, c'est qu'il se sert de justement toute cette violence humaine, mais pour la peindre. Et je pense que c'est ça le côté peintre qu'on peut mettre en avant chez Kim Ki-duk. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.